Bonjour à tous et à toutes. Je suis très honoré d'être ici. Merci encore Virginie pour l'invitation initiale. Je voudrais aussi remercier Karim pour cette journée de maintenance. Jean-Jacques Carle qui est dans la salle. Non, il n'est pas dans la salle. Voilà, le chef de département en gym. Je voudrais remercier Philippe Kern, directeur de l'IUT. Ayoub pour s'être occupé de moi pour l'organisation de cette journée, et puis Paul Albertini pour les détails logistiques. Petit clin d'œil à des étudiants à Tulle qui doivent être en train de regarder normalement, si tout se passe bien. Voilà. Donc RSE, responsabilité sociétale des entreprises, j'ai noté le petit lapsus du président de l'université. Lapsus, alors j'avais pas l'intention de m'étendre là-dessus, je vais juste en dire un mot. En fait, à l'origine, on aurait dû appeler ça responsabilité sociale des entreprises, parce que le mot social, en fait, englobe beaucoup plus de choses que sociétal, même si c'est pas très intuitif. Et on a inventé le mot sociétal, qui est en fait un anglicisme. En anglais, c'est parfaitement synonyme, hein, social et societal. Et en fait, on a inventé ce mot pour, de façon intuitive auprès des gens, auprès du grand public, élargir le champ que couvre cette notion-là. Le social est perçu comme simplement, ça se limite dans l'esprit des gens à la lutte des classes, au progrès social, à la progression dans l'échelle sociale. C'est assez finalement limité, alors qu'en réalité c'est un mot très très large. Alors je m'étendrai pas plus là-dessus, simplement je m'appuie sur la représentation classique, même si elle est discutée, de ce qu'on appelle le développement durable. Donc vous connaissez sans doute cette représentation, un volet écologique, un volet social, un volet économique. Le durable, c'est la conjonction des trois, et puis vous avez des qualificatifs pour les intersections 2 à 2. C'est quand une initiative est à la fois un caractère écologique et économique, on va dire qu'elle est viable. Quand elle a un caractère écologique et social, on dit qu'elle est vivable, et on dit qu'elle est équitable lorsqu'elle a un caractère économique et social. Alors dans tout ça, la maintenance joue un rôle dans tous les domaines. Alors on va y revenir bien sûr. Dans un domaine économique, on va le voir juste après. Dans le domaine environnemental, ça a déjà été dit, et effectivement il y a un grand rôle à jouer. Et dans le domaine social également, il y a évidemment un lien évident entre l'économique et le social. On le verra. Et puis il y a des liens transversaux entre économique, environnemental et social. Alors le rôle économique, je vais d'abord vous embêter avec un graphique. Ce graphique, il représente le ratio. Alors c'est représenté ici, c'est mis en valeur ici. La courbe bleue, en fait, elle représente, dans le cas de l'étude d'un certain type de défaillance qui revient de façon récurrente. On se pose quelquefois la question, souvent d'ailleurs, est-il intéressant d'appliquer une maintenance préventive systématique ? Eh bien, là, je présente un exemple avec des chiffres tout à fait inventés, mais qui sont réalistes, d'une intervention qui, lorsqu'elle se produit, lorsque la panne se produit, génère des coûts indirects relativement faibles. Et là, la courbe qui représente, je ne sais pas si c'est très lisible, mais la courbe qui représente le ratio coût préventif sur coût correctif reste en permanence au-dessus de 1. Ce qui signifie que, quelle que soit la périodicité de maintenance préventive qu'on veut mettre en œuvre, on aura toujours un préventif qui coûtera plus cher que le correctif. Donc dans ce cas-là, la conclusion, c'est ne faisons pas de préventif, attendons la panne, réparons-la. Ça, c'est le cas où la défaillance ne coûte pas très cher. Dans le cas où la défaillance coûte un peu plus cher, on peut avoir la courbe qui passe sous le niveau 1, c'est-à-dire que pour une certaine valeur de périodicité de maintenance préventive, on peut avoir un coût inférieur au correctif. Et là, dans l'exemple que je donne ici, le coût annuel, le gain annuel est de l'ordre de quelques centaines d'euros. Et puis dans les cas extrêmes, alors pas forcément extrêmes, hein, mais dans les cas simplement où la défaillance coûte vraiment cher, dans ces cas-là, on peut avoir des gains annuels de l'ordre de quelques milliers d'euros. Donc là, on est en train de parler des gains qu'on peut faire sur un certain type de défaillance pour un certain type de machine, pour un certain type d'équipement. Donc si vous mettez bout à bout toutes les économies réalisables par ce biais-là, on a ici un levier puissant d'économie pour l'entreprise. Et si j'en parle ici, c'est parce qu'en fait, je constate au travers des témoignages de nos tuteurs d'étudiants en alternance ou en stage, que cette façon de procéder est très peu utilisée parce qu'elle n'est pas connue. On s'appuie sur la loi de Weibull, qui est une loi mathématique que les mathématiciens connaissent et que peu de maintenanciers finalement connaissent, en dehors des jeunes qui sont passés par un cursus de type Budgym. Finalement, c'est une notion, la loi de Weibull, qui est assez peu populaire, on va dire.
Et donc voilà un exemple de levier. Et alors la petite remarque que je voulais vous faire à cette occasion, c'est que la fiabilité obtenue, qui apparaît ici, alors on la voit, je ne sais pas si faut que je mette en marche. Hop, voilà, la fiabilité obtenue qu'on voit en bas à droite de l'image, c'est un résultat. C'est pas un objectif. On a souvent, vous avez probablement entendu parler de fiabilité basée, de maintenance basée sur la fiabilité. Ici, on se base pas sur la fiabilité. La fiabilité est le résultat de la recherche du moindre coût. Voilà. Donc voilà pour le levier économique, en tout cas un des leviers économiques à mes yeux le plus important. D'autres leviers d'économie sont possibles grâce à la maintenance, donc la standardisation des équipements, on y reviendra. La maintenance a un rôle important à jouer dans les choix stratégiques des entreprises, dans leurs équipements. Alors, ce qui permettra une gestion de stock de pièces de rechange optimisée, bien sûr, puisque si on standardise, on n'a pas pour, disons, mathématiquement, pour avoir la même probabilité de rupture de stock, si on a 4 fois plus de machines d'un certain type, on n'a pas besoin de 4 fois plus de stock des pièces de rechange, on a besoin de 2 fois plus de stock, racine carrée du nombre de machines en service. L'organisation des interventions, bien sûr, alors à la fois par la standardisation des machines, les interventions sont plus efficaces puisqu'elles se font sur du matériel mieux maîtrisé, mieux connu, et puis la gestion de projet. On en fait en budget de la gestion de projet, c'est quelque chose de tout à fait essentiel pour optimiser la durée des interventions et donc les durées d'immobilisation. Les consommations de pièces, de fluides divers, on y reviendra aussi. Donc la durée de vie des équipements avec cette notion qui m'est très chère, la notion de prendre soin. La notion de soin, c'est une notion qu'on utilise quand on parle de personnes, mais à travers les équipements industriels, je trouve que ça a du sens d'employer cette expression-là. Et puis le coût de cycle de vie, en anglais life cycle cost, la maîtrise de cette notion-là avec le choix du bon moment pour se séparer d'une machine ou pour la déclasser. Donc voilà les leviers d'économie les plus classiques. Alors ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les gains occasionnés par ces choses-là sont des gains directs. Vous savez, c'est pas comme si on vous dit qu'on augmente de 10% le chiffre d'affaires d'une entreprise. Quand on augmente d'un certain montant le chiffre d'affaires d'une entreprise, finalement, le gain réel, in fine, c'est la marge réalisée sur ce gain-là. Ici, on parle de gain direct. C'est-à-dire si vous économisez en cumulé quelques dizaines de milliers d'euros par une gestion raisonnée de votre maintenance dans votre entreprise, ces quelques dizaines de milliers d'euros vont se retrouver en net sur votre bilan annuel. Donc ce sont des gains qui peuvent faire basculer, notamment dans le monde de la PME, ça peut faire basculer des entreprises de non rentables à rentables, de non compétitives à compétitives. Vraiment, ça peut être un levier puissant de compétitivité. La compétitivité va permettre de préserver des emplois industriels dans des régions notamment qui sont dotées de PME, des savoir-faire qui auraient tendance à se perdre sans ça, et finalement de l'attractivité, la préservation de l'attractivité des territoires, donc des territoires qui peuvent se retrouver avec des infrastructures qui restent en état, des écoles, des commerces, etc. Ce qui fait qu'en réalité, le rôle économique de la maintenance déborde, on va dire, sur la notion de social. C'est-à-dire, c'est ce que je disais en préambule, c'est que le rôle économique a un impact social évident sur les territoires. Et effectivement, on peut citer des tas de régions qui sont un petit peu sinistrées industriellement, où on se dit que peut-être avec une maintenance bien gérée, on aurait pu faire quelque chose. Alors, le rôle économique et social de l'entreprise, de la maintenance, c'est aussi 7000 entreprises environ en France qui sont spécialisées en maintenance industrielle. Ce sont des grands groupes, évidemment. Ce sont aussi des PME et ce sont aussi des entreprises unipersonnelles, des auto-entrepreneurs. En 2012, alors je fais exprès de remonter aussi loin, en 2012, ça représentait environ 450 000 emplois, alors en comptant les 7 000 entreprises spécialisées, mais en comptant bien sûr les emplois en maintenance dans les entreprises qui en ont besoin, donc entreprises industrielles, mais aussi de services, les aéroports, les hôpitaux, etc., les corps d'armée. Seulement, en 2012, on prévoyait une progression de 10% à peu près sur 10 ans, et cette progression n'a pas eu lieu. Elle n'a pas eu lieu, non pas par manque d'attractivité ou par manque d'emplois proposés, mais par manque de ressources humaines
disponibles pour occuper ces emplois. Alors, pour le petit clin d'œil, je viens de Corrèze. Rien qu'en Corrèze, France Travail, alors c'était il y a quelques jours, ça a pu évoluer de quelques unités, 172 emplois en maintenance à pourvoir en Corrèze, qui n'est pas un département des plus industrialisés. Donc voilà, c'est une indication sur cette notion de manque de personnel spécialisé dans le domaine de la maintenance. Ensuite, on arrive sur le rôle environnemental de la maintenance, donc l'efficacité énergétique des équipements. Là, quelques données qui viennent d'Alfa Laval, donc c'est des données sur des échangeurs thermiques. Donc alors c'est très schématique, je pense que c'est pas chiffré, donc je pense que c'est vraiment très schématique. Toujours est-il que sur le principe, un échangeur thermique, sa performance va chuter au fil du temps. À un moment, on va dépasser un seuil d'admissibilité qui fait que on aura fonctionné dans un état relativement dégradé pendant une longue partie du temps passé entre la mise en œuvre et la première intervention de maintenance, et on va repartir sur un niveau de performance optimal, et ainsi l'efficacité moyenne sera relativement basse, alors que lorsqu'on fait une maintenance un petit peu optimisée, où on cherche à maximiser la performance, on va intervenir plus souvent. Les interventions ont des chances d'être beaucoup moins lourdes, et l'efficacité globale sera bien supérieure. Donc ça, source Alfa Laval. La gestion des déchets, bien sûr, puisque par une maintenance raisonnée, on va générer plutôt moins de déchets que par une maintenance non raisonnée. Alors il y a la notion de fuite, évidemment, mais la notion de recyclage, de récupération. Donc ça, la maintenance a un rôle essentiel à jouer. Et puis la planification par la réduction des déplacements, notamment lorsqu'on a affaire à des prestataires en maintenance. L'organisation des déplacements est un vrai sujet à la fois d'environnement et puis de sécurité routière. Enfin, il y a tout un tas de corollaires à ça. Et puis donc la réduction des gaspillages, on l'a dit. Alors maintenant qu'on a dit tout ça, par la suite, qu'est-ce qui va se passer dans un avenir proche, qui est déjà en train de se passer en réalité? Alors petit clin d'œil à Karim, hein, malheureusement dans le langage courant, le terme de maintenance prédictive est bien ancré, j'en ai peur, mais effectivement, pour être tout à fait rigoureux et respecter la norme AFNOR, c'est maintenance prévisionnelle qu'il faut dire. Alors j'avais fait exprès de laisser prédictive sur la diapo, mais l'œil acéré de Karim l'a repéré et m'a demandé de le modifier, donc je l'ai modifié. Alors j'ai hésité à le faire apparaître dans un second temps pour l'embêter, mais non. Voilà, le petit clin d'œil à Karim. Donc quand on fait de la maintenance réactive, c'est-à-dire que on intervient seulement à la suite d'une défaillance, eh bien ça a un certain coût. Lorsqu'on fait de la maintenance préventive, alors préventive systématique pour être précis, on se base sur une timeline ou sur des statistiques comme avec la loi de Weibull. Et puis quand on fait de la maintenance prévisionnelle, on essaye de comprendre en fait les modalités de dégradation du bien, on essaye de la modéliser selon un algorithme de manière à pouvoir prévoir le moment où les défaillances pourraient se produire. Alors on n'a pas de boule de cristal, mais on arrive quand même par un traitement statistique à des choses assez intéressantes. Donc le niveau de performance, alors ça c'est sur la source, c'est ActuIA, hein, donc comme son nom l'indique, c'est un site internet spécialisé en intelligence artificielle. On peut arriver à obtenir un niveau de performance, disons à lire le niveau de performance en temps réel d'un équipement de manière à intervenir au moment réellement opportun, alors qu'en règle générale, lorsqu'on fait de la maintenance préventive systématique, on intervient selon un échéancier qui nous a amené à une date d'intervention souvent bien plus précoce que la date optimale. Mais bien sûr, c'est une gestion de risque, hein, c'est-à-dire qu'on va assurer un certain niveau de fiabilité en décidant de la périodicité, et forcément on va, entre guillemets, gaspiller un temps de bon fonctionnement qui aurait été possible avant intervention. Donc il y a moyen de préserver, de faire durer un peu plus les équipements entre deux interventions. Là toujours, alors la source c'est un institut de production qui s'intéresse à la production d'énergie. Alors ce sont des chiffres qui n'ont pas forcément de valeur universelle, hein, c'est vraiment dans ce domaine-là. La maintenance corrective pour un coût donné, bien on voit que pour la maintenance préventive on a une réduction théorique en tout cas assez significative de ce coût. Et puis lorsqu'on fait de la maintenance prévisionnelle, on fait drastiquement chuter ce coût. Donc ça a un intérêt à la fois économique évidemment et environnemental par voie de conséquence. On y reviendra. Alors l'Internet des objets
IoT, tout le monde a entendu parler de ça, Internet of Things. Donc c'est l'usine 4.0 si vous voulez, c'est-à-dire c'est l'idée d'instrumenter au maximum les équipements de manière à être capable de suivre leur état de santé au fil du temps. Donc quelques exemples, la SNCF a investi, alors je ne sais pas s'ils ont terminé leurs 300 millions d'euros d'investissement ou si c'est toujours en cours, dans l'instrumentation de voies et d'aiguillage. Donc en fait ils cherchent à connaître des seuils d'utilisation. Donc c'est à la fois en fréquence de passage, je pense que c'est comptabilisé en nombre de passages d'essieux, et puis en charge. Et en fait, on a des algorithmes pour déterminer quel est le bon moment pour intervenir, par exemple faire des resserrages d'éclisses, par exemple, ou réinstaller le ballast. Enfin, il y a tout un tas d'opérations préventives qui peuvent être faites en fonction de ça. Et la SNCF prévoit une économie de 500 millions d'euros, donc c'est vraiment un investissement sur les 5 premières années. Donc voilà un exemple. Un autre exemple, c'est Figeac Aéro, donc c'est dans le Lot. Une partie de la chaîne de production a été équipée en capteurs IoT, donc pour de l'analyse vibratoire, pour repérer des défauts géométriques et pour mesurer des forces de serrage d'outils. Et leur retour d'expérience indique qu'ils ont une réduction de 40% de pannes, c'est-à-dire qu'ils ont 40% des pannes qui auraient dû se produire, qu'ils ont vu arriver. Et donc, ça leur a permis de réduire considérablement leurs coûts. Schindler, donc ascensoriste, a équipé ses ascenseurs dès 2016 de capteurs de température, de nombre d'ouvertures, d'étages parcourus, etc. Pas de chiffres, mais leur rétexte, c'est qu'ils ont une augmentation sensible de la disponibilité de leurs ascenseurs. Encore un autre exemple, Schneider Electric, qui fait de l'assistance à la maintenance par réalité augmentée. Alors j'ai vu fonctionner le truc, c'est spectaculaire. Donc depuis une salle de contrôle, on a une alerte de surchauffe en un point donné. On se présente sur les lieux de l'intervention à prévoir avec une tablette. Et avec la tablette, on a en fait, avec la caméra de la tablette, on a la réalité de ce qui est derrière et des éléments supplémentaires, de la réalité augmentée, indiquant à quel endroit exactement se situe le problème, et puis ensuite toute une banque de ressources avec des modes opératoires, des précautions, des consignes de sécurité, etc. Donc c'était expérimental en 2020-2021 à Libourne. C'est en train de se généraliser. Met Énergie, petite société en Aveyron qui pratique la télémaintenance chez tous ses clients. Donc c'est du chauffage, climatisation, etc. Donc la télémaintenance, c'est de la surveillance à distance par des capteurs IoT et puis de l'assistance par téléphone quelquefois pour accompagner un technicien local pour éviter des déplacements. Donc vous voyez un peu le rôle environnemental en même temps. Et l'efficacité, puisque les techniciens passent beaucoup moins de temps sur les routes, au final. Et puis, quelques outils qu'on peut citer pour aller vers ces évolutions. Donc la cobotique dans certains cas, la fabrication additive, la GMAO, le big data, le BMS, donc Battery Management System, etc. Donc toutes ces évolutions qu'on vient de citer sont des évolutions typées, on va dire, high-tech. On est dans le monde de ce que la technologie nous propose aujourd'hui et on s'interroge simplement sur comment l'utiliser de la façon la plus pertinente possible dans le monde de la maintenance. Et là, j'arrive à un point de bascule, je dirais, dans ma présentation, puisque je veux vous présenter quelque chose qui semblerait n'avoir rien à voir avec ce qui vient d'être dit et qui pourtant a sans doute beaucoup à voir. Vous avez ici une représentation de ce qu'on appelle le donut. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la théorie du donut. La théorie du donut, c'est une théorie élaborée par une économiste britannique, Kate Raworth, qui a présenté, alors, le cercle extérieur du donut, ce sont les limites planétaires. Donc, elles sont au nombre de 9. Alors, certaines se subdivisent en 2 ou 3 parties. Donc elles sont relativement connues, hein, les changements climatiques, l'acidification des océans, etc. Et puis vous avez le cercle intérieur du donut qui représente ce qu'on appelle un plancher social. Alors on y trouve l'accès à l'eau, l'accès à la nourriture, l'équité sociale, l'emploi, le fait d'avoir une voix, le fait d'être résilient face aux chocs, qu'ils soient climatiques ou autres, le fait d'avoir de l'éducation, etc. Et en fait, la théorie du donut, qui est validée aujourd'hui par de nombreux scientifiques autour du monde, indique que
il serait possible, théoriquement, que l'humanité vive à l'intérieur entre les deux bandes vertes, c'est-à-dire sans jamais dépasser les limites planétaires, mais sans jamais crever non plus le plancher social. C'est théoriquement possible pour 10 à 12 milliards d'humains sur Terre. Et à votre avis, est-ce qu'on y est ? Pas exactement, en fait, on est là. Donc sur les limites planétaires, il y en a 6 qui aujourd'hui sont considérées comme dépassées. Il y en a une 7e qui est en passe d'être dépassée, c'est l'acidification des océans. Donc qui pose des problèmes tout à fait essentiels, existentiels même, puisque l'acidification des océans empêche des espèces de phytoplancton et de zooplancton de se reproduire et de former leurs coquilles et met en péril la biodiversité marine puisqu'ils sont à la base de la biodiversité marine. Et du côté du plancher social, donc je reviens juste en arrière d'un cran, eh bien il y a partout dans le monde des planchers sociaux qui ne sont pas respectés, on va dire. Donc voilà le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et donc, juste une illustration, je ne m'attarderai pas dessus, c'est un poster que j'ai réalisé il y a 1 ou 2 ans qui montre en gros ce qu'on prend à la Terre et puis ce qu'on lui rend de l'autre côté. Donc ce qu'on lui prend, ce sont des matières premières, presque la moitié, ce sont des matériaux de construction, gravier, sable, etc. On lui prend des métaux, on lui prend des combustibles fossiles, on lui prend de la biomasse. Et qu'est-ce qu'on lui rend ? Ben on lui rend, alors en quantité, là, c'est 92 milliards de tonnes, en ordre de grandeur, et c'est des chiffres de 2017, j'ai pas plus récent. Et qu'est-ce qu'on lui rend ? On lui rend 2 milliards de tonnes de déchets et 37 milliards de tonnes de CO2. Donc pour résumer, on lui prend des choses qu'elle ne sait pas renouveler, en grande partie, et on lui rend des choses qu'elle ne sait pas digérer, en grande partie. Donc voilà, la question en bas à droite du poster, c'est est-ce que ça peut durer ? La réponse est dans la question. Alors, pour ce qui est de l'intelligence artificielle, l'IA, en 2023, a consommé environ 35 TWh. Donc d'énergie. Alors en ordre de grandeur, c'est ce que consomme le Danemark en électricité, c'est ce qu'on consomme le Qatar ou la Nouvelle-Zélande. Et les prévisions les plus récentes des spécialistes de l'IA, donc OpenAI, le créateur de ChatGPT, mais aussi Meta, mais aussi Google DeepMind, leur prévision, c'est qu'en 2027, elle consommera environ 135 TWh, c'est-à-dire en gros la somme des 3 précédents plus le Maroc. J'ai pas cherché. Si, je crois que la Suède à elle seule représente à peu près 135 TWh de consommation électrique. Sachant que, alors j'en profite pour le dire ici, environ 20% de la puissance de l'IA aujourd'hui, la puissance de calcul de l'IA, 20% aujourd'hui, est consacrée à la préservation de l'alignement. Alors j'ai appris ça tout récemment parce que je me suis vraiment intéressé au sujet. L'alignement, c'est le fait que quand vous demandez à une IA d'atteindre un certain objectif, de maximiser un indicateur, en général, vous avez en tête la manière dont elle va s'y prendre. Et en pratique, assez souvent, elle ne s'y prend pas du tout comme vous l'aviez imaginé. Je vous recommande la chaîne YouTube Ego. Il y a une vidéo, peut-être certains d'entre vous l'ont vue, une vidéo qui s'appelle « L'horreur existentielle de l'usine à trombone », qui est une vidéo d'une 40aine de minutes absolument fascinante. Je vois que certains l'ont vue. Cette vidéo montre effectivement cette problématique de l'alignement. Vous demandez à l'IA de faire quelque chose en imaginant qu'elle va s'y prendre d'une certaine façon, elle fait tout autrement. Et 20% de la puissance de calcul de l'IA aujourd'hui dans le monde est consacrée au maintien de cet alignement. Et ce pourcentage baisse. C'est-à-dire que les spécialistes de l'IA, le patron d'OpenAI lui-même dit « on perd le contrôle ». On perd le contrôle, c'est un fait, et on va de plus en plus perdre le contrôle. Ces mêmes personnes disent, c'est leur vision des choses, je ne sais pas quoi en penser, mais le fait qu'ils le disent me terrifie personnellement. Là, je donne mon avis. C'est que l'IA pourrait être la dernière grande invention humaine. C'est-à-dire que les prochaines grandes inventions pourraient être le fruit de l'IA. Voilà, je ne sais pas, ça laisse un blanc. Et donc pour ça, alors en rapport direct avec la consommation électrique de l'IA, il y a un grand nombre de centrales électriques à charbon notamment, aux États-Unis notamment, dont on a reporté la fermeture.
il était planifié d'arrêter d'utiliser ces centrales. Cette fermeture a été reportée. Alors, un autre poster que j'avais créé aussi il y a quelques temps, c'est un poster qui montre un peu les limites de notre société. Alors en zoomant un petit peu, on voit que notre société, elle est fondée sur un paradigme de départ qui est, alors même si c'est pas marqué, voilà, c'est marqué noir sur blanc, mais c'est assez discret, la disponibilité quasiment infinie et la gratuité des ressources. La gratuité, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Quand vous achetez un litre de carburant, vous y mettez un certain prix, c'est vrai, mais vous ne payez pas le pétrole en fait. Vous payez toutes sortes de choses. Vous rémunérez le propriétaire du terrain sur lequel se trouvait le pétrole, vous rémunérez les gens qui l'ont trouvé, vous rémunérez les gens qui l'ont extrait du sol, transporté, raffiné, retransporté, distribué, quelques taxes, mais vous ne payez pas le pétrole. Donc ce paradigme-là a permis une société en croissance pendant un certain temps, en satisfaisant des désirs de progrès, qui sont liés à une certaine forme de confort, sans prendre en compte du tout l'environnement, ça a permis de satisfaire des mobilités individuelles avec une énergie bon marché, puisque c'était gratuit. Au départ, c'était gratuit. Et puis, ce qui se passe aujourd'hui, et en fait, mon analyse, c'est que c'est la situation qu'on connaît depuis le premier choc pétrolier, donc ça fait juste 50 ans, c'est que les ressources sont un tout petit peu moins disponibles, ou un peu moins disponibles, ou elles nous reviennent un peu plus chères. C'est un peu plus cher d'aller chercher du pétrole, c'est un peu plus cher d'aller en trouver déjà. Ici, vous avez quelques courbes. Donc la courbe en rouge, ici en rouge foncé, c'est l'extraction du pétrole. En bleu, c'est le prix, mais c'est assez anecdotique. Et en vert, ce sont les découvertes de pétrole. Alors en vert, les découvertes de pétrole sont exprimées en milliards de barils par an. Et en rouge, c'est la consommation, l'extraction du sol est exprimée en millions de barils par jour. Mais les échelles sont telles que c'est la même échelle en fait. Milliards de barils par an ou millions de barils par jour, c'est juste un facteur multiplicatif. Et il y a l'échelle de l'un à droite, l'autre à gauche. Et en fait, on voit que le pic de découverte de pétrole, il remonte à 1964. Et le moment où on a commencé à extraire du sol plus que ce qu'on découvrait, ça remonte à 1987. Donc le premier choc pétrolier a eu lieu entre-temps. C'est le moment où la consommation a arrêté d'évoluer de manière exponentielle, puisqu'on était sur une jolie exponentielle. Et ça s'est enrayé, bien évidemment, puisque on ne peut pas monter jusqu'au ciel. Et à partir de ce moment-là, s'est produit quelque chose de tout à fait déstabilisant, c'est que la croissance s'est retrouvée un petit peu freinée. Alors ici, vous avez une représentation. En abscisse, vous avez la consommation d'énergie mondiale de 1965 à 2017. Et en ordonnée, vous avez le PIB mondial. Et on voit que chaque point représente une année. Et on voit que, grosso modo, les points suivent une droite. Alors cette droite, si vous êtes observateur, ne passe pas par zéro. C'est parce qu'entre-temps, il y a eu des progrès dans l'efficacité énergétique. Pour $1 de PIB généré, on consomme un peu moins d'énergie que ce qu'on consommait préalablement. Mais voilà l'allure de la courbe. Et pour ceux qui croiraient en ce qu'on appelle la croissance verte, ça consisterait à ce que la courbe se poursuive en montant à gauche. C'est-à-dire on continuerait de faire croître le PIB mondial en faisant diminuer la consommation d'énergie. Alors on a le droit d'y croire, mais il n'y a pas le début du commencement d'un scénario, d'une stratégie, d'une philosophie permettant d'atteindre cet objectif-là. Il y a absolument rien. Par contre, il y a un bon paquet de preuves scientifiques de l'impossibilité de ça. Donc ça veut dire qu'on navigue sur cette droite, qu'on le veuille ou non, on navigue sur... Alors peut-être qu'on arrivera à faire diminuer beaucoup la consommation d'énergie en faisant diminuer un peu moins le PIB. C'est-à-dire peut-être que la suite de la courbe, ça va être quelque chose qui va partir en biais vers la gauche comme ça. Mais ce qu'on appelle le découplage, c'est-à-dire le fait de continuer de monter vers la gauche, c'est à peu près établi que ça ne se produira pas. Donc ça veut dire que, puisqu'on a compris que la croissance économique générait une croissance de la consommation d'énergie, alors on doit admettre que la décroissance de la consommation d'énergie générera naturellement une décroissance économique. C'est le principe de la proposition contraposée. Si A implique B, alors non B implique non A. Si un avion perd ses ailes, il tombe. Et si un avion s'est posé sans tomber, c'est qu'il n'a pas perdu ses ailes.
Voilà, c'est le principe de la proposition contraposée. Et alors, comment on fait pour nier ça depuis 50 ans? Eh bien, en faisant l'autruche et en s'endettant. Alors, au propre comme au figuré, c'est-à-dire au propre, je dirais, on s'endette, on injecte dans l'économie de l'argent qu'on n'a pas, donc on s'endette auprès de banques centrales. Mais alors vous me direz pourquoi elles le font, enfin on pourrait s'étendre là-dessus, pourquoi elles le font? Parce que ce serait pire en ne le faisant pas, hein. Vous connaissez les Shadocks. Ils vont mieux pomper même s'il ne se passe rien que de prendre le risque qu'il se passe quelque chose de pire en ne pompant pas. Ça me revient comme ça, pardon. Donc on emprunte financièrement pour injecter de l'argent qu'on n'a pas dans l'économie, pour maintenir une certaine croissance économique artificielle, totalement artificielle, et puis vis-à-vis de la planète, comme on l'a vu précédemment, en consommant des ressources qu'elle ne pourra pas renouveler et en lui rendant des déchets qu'elle ne saura pas traiter, qu'elle ne peut pas absorber. Donc la question, est-ce que ça peut durer? Bien sûr. Donc la conclusion de tout ça, alors ça vient pas de moi, hein, c'est il va falloir décroître, alors si possible de manière maîtrisée. La remarque tout de suite qu'il faut faire pour éviter les crispations, c'est de ne pas confondre décroissance et récession. Alors j'ai mis volontairement la couverture du livre de Timothée Paric. Timothée Paric, en 2018, à l'université de Clermont-Ferrand, il a été le premier économiste au monde à rédiger une thèse en partant du postulat décroissance. Jusqu'alors, toutes les thèses en économie dans le monde partaient d'un postulat de croissance. Et lui, il a démontré que la décroissance, non seulement elle est possible, mais elle va se produire, c'est physique. Et la question est comment faire pour qu'elle se produise dans de bonnes conditions. Confondre la décroissance et la récession, c'est comme confondre un régime amincissant avec l'amputation d'une jambe. Le résultat quantitatif peut être le même, perte de poids, mais c'est pas la même douleur, c'est pas les mêmes conséquences, c'est pas la même violence. Donc la décroissance, ça peut se piloter. La récession, c'est un choc qu'on prend dans la figure et qu'on ne maîtrise pas. Donc si possible de manière maîtrisée et plutôt que subie, ça c'est quelque chose, une des toutes premières choses qu'on dit à des étudiants en but de gym, je pense. En tout cas c'est ce que je fais, je pense que ça se fait dans tous les départements gym. En gros, si on devait résumer la maintenance à deux mots, c'est maîtriser plutôt que subir. Et puis deuxième remarque, c'est que en fonction de l'éducation, de la culture, des études que chacun d'entre vous ont fait, on a tendance à confondre trois notions qui sont pourtant, elles ne sont pas opposées, mais elles sont franchement très différentes. La notion de croissance économique, la notion d'innovation, la notion de progrès. Voilà. Typiquement, une catastrophe naturelle génère du PIB. Donc génère de la croissance économique, alors que c'est assez délicat d'en conclure qu'il s'agit d'un progrès. Et puis, dernière remarque, la notion de low-tech, puisqu'effectivement c'est une notion qui prend de l'ampleur, ce n'est pas la même chose que no-tech. Il ne faut pas balayer d'un revers de main la technologie au motif que, par exemple, l'IA ne pourra pas se développer autant que ce qu'elle prétend vouloir se développer. Donc, ne pas se laisser bercer d'illusions. Donc voilà, quelques exemples d'illusions bien connues. Là, une image qui montre que quelquefois, quand on est devant une situation complexe, on peut avoir des réponses qui soient très simples, faciles à comprendre, mais pas forcément justes. Et puis que pour avoir des bonnes réponses à des problèmes complexes, quelquefois, il faut s'y donner un petit peu. Cette illustration juste pour montrer que quelquefois le bon choix c'est pas le consensus. Disons que le consensus n'est pas forcément la médiatrice entre deux opinions. Quand vous devez choisir entre partir à droite ou à gauche à une intersection, la bonne réponse c'est pas de partir tout droit, rarement. Donc voilà l'illustration qui montre ça. Et puis une autre illustration qui montre qu'en fonction du point de vue auquel on se place, on peut avoir une perception de la réalité radicalement différente sans pour autant se tromper. Donc ce qu'on appelle les dialogues de sourds, c'est quand des gens ne se comprennent pas, voire s'affrontent, parce qu'ils sont persuadés d'être en opposition, alors qu'en réalité, simplement, ils ne voient pas les choses du même point de vue. Et un exemple, alors c'est vraiment un exemple très simple, mais les émissions de particules, alors c'est au Royaume-Uni, les émissions de particules d'origine automobile ont été perçues par l'opinion publique comme étant un problème réglé, parce que pour ce qui est de la part liée à ce qu'il y a à l'échappement,
effectivement, ça a été divisé par 10, grosso modo, depuis le début de l'étude jusqu'à nos jours, grosso modo. Et en fait, c'est bon, les voitures n'émettent plus de particules. Ah, pardon, elles émettent des particules par l'abrasion des pneus sur la route, par l'abrasion des routes en elles-mêmes et par l'abrasion des systèmes de freinage. Alors la voiture électrique modifie un petit peu ça. La voiture électrique fait diminuer drastiquement l'abrasion des freins. On utilise beaucoup moins les freins. Par contre, pneus et routes, c'est plutôt en augmentation parce qu'on a des voitures très lourdes et très puissantes. Donc voilà. Donc ça, c'est un exemple pour montrer qu'on peut avoir l'illusion qu'un problème est traité alors qu'il ne l'est pas du tout. Alors par la suite, on doit conclure que l'IA, il n'y en aura pas pour tout le monde. Alors on peut se demander pour qui ? Alors parmi les applications auxquelles on pense évidemment à des applications militaires, c'est déjà très 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 développé. L'intelligence artificielle, au moment où on se parle, elle est largement utilisée dans la guerre en Ukraine. Donc pour reconnaître une cible au milieu de gens qui n'ont rien à voir. Les applications médicales, on pense à l'aide au diagnostic notamment. Les applications pédagogiques, puisqu'on est tous, en tant qu'enseignants en tout cas, on est tous dans cette difficulté quelquefois de proposer les bonnes activités aux étudiants pour les faire progresser du mieux possible. Et les applications industrielles, enfin, je les cite en 4e volontairement, parce qu'à un moment, s'il n'y a pas d'IA pour tout le monde, est-ce que les applications industrielles seront prioritaires devant les autres ? La question est en suspens. Donc en fait, on vit dans le Far West, faut en avoir conscience, c'est-à-dire que le premier arrivé, c'est le premier servi. Je vous donne un exemple de cette façon de voir les choses. Vous connaissez tous Elon Musk, vous connaissez Starlink, c'est-à-dire le réseau, la constellation de satellites envoyés dans l'espace par Elon Musk. Vous avez une idée de combien il y en a au moment où on se parle ? Environ 6400. Donc ça, c'est les premières années de déploiement de Starlink avec les différentes versions des mini-satellites qui ont été expédiés. Donc ça se situe dans une altitude, grosso modo, les plus bas sont à 450 km d'altitude, les plus hauts sont à 560, 580 km d'altitude. Et j'ai mis le lien vers le site, mais je pensais bien ne pas avoir de connexion Internet. J'ai fait une capture d'écran, voilà à quoi ressemble le ciel. Au moment où on se parle, ça c'est une image d'il y a quelques jours. Voilà. Donc officiellement, il y avait 6281 satellites au 25 août dernier. Donc il y en a vraisemblablement autour de 6400 aujourd'hui, puisqu'il y a à peu près 100 tirs par an de SpaceX, avec plusieurs dizaines de satellites à bord à chaque fois. Donc ça, c'est pour illustrer premier arrivé, premier servi. Donc si des applications de l'IA très consommatrices d'énergie se développent du fait d'investisseurs très puissants comme Elon Musk, ce n'est qu'un exemple, il n'y en aura pas pour les autres. C'est comme ça qu'il faut accepter les choses. C'est physique, c'est pas une opinion là, pour le coup. Donc la sobriété, on l'a dit, elle peut être choisie ou elle peut être subie. Lorsqu'elle est choisie, on peut définir ensemble des modalités équitables à la décroissance. On n'est pas obligé d'avoir des gens qui en bénéficient et des gens qui en souffrent. Elle peut être désirable. Ça, si j'ai le temps, je vous raconterai l'exemple du trajet à vélo. Elle peut être désirable et elle peut constituer un progrès. Lorsqu'elle est subie, ça veut dire que soit on a de la récession qui fait que on n'a pas le choix, on a moins de choses à notre disposition, donc on consomme moins, ou alors ça peut être par l'autorité. C'est rarement agréable, ça peut passer par de la contrainte réglementaire, ça peut passer par la pénurie, et je vous le donne en mille, la dernière façon de décroître, elle est très simple, ça s'appelle la pauvreté. Donc en fait, entre une sobriété choisie et une sobriété subie, le choix de couleur n'est pas innocent, vous imaginez où devrait aller la préférence. Donc la sobriété, ça veut dire qu'il faut réinventer des modèles de consommation. Aujourd'hui, on est biberonné à l'idée que plus égale mieux. C'est le marketing qui fait bien le boulot. Vous avez besoin d'un SUV. C'est le marketing qui vous l'a dit, ça doit être vrai. Ça, il faut arriver à le remettre en cause. Il faut arriver à réfléchir autrement. Plus égale mieux, c'est pas forcément vrai. Plus vite égale mieux. Dans un premier temps, quand une ligne de TGV se crée entre un endroit et un autre, le premier réflexe naturel, c'est de dire tant mieux, je mettrai moins de temps pour faire ce trajet. La réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est que vous irez plus loin. Ça s'appelle l'effet rebond.
C'est une des illustrations de l'effet rebond. Ça veut dire que des gens vont habiter à Tours parce que Tours est à 1 heure de TGV de Paris. Donc ils vont habiter à Tours pour travailler à Paris et ils vont pas mettre moins de temps pour faire le trajet depuis quel TGV. Non, c'est qu'avant ils vivaient pas à Tours. Voilà. Ensuite, la notion de possession. La notion de possession pourrait laisser place à la notion d'usage. Donc ça, on va y revenir. Et puis, juste pour illustrer, l'encombrement au sol de 35 voitures par rapport à l'encombrement au sol de 35 piétons ou de 35 personnes dans un bus ou d'un mix de quelques voitures parce que des gens ne peuvent pas faire autrement, et puis des vélos, des piétons, des bus, etc. Un exemple très concret très concret, il n'y a pas de chiffres, mais c'est pour bien comprendre, l'exemple de la machine à laver. Dans le cadre de la possession, l'intérêt du fabricant, du constructeur de la machine à laver, c'est si possible que la durée de vie de la machine soit pas trop grande, parce qu'il faut quand même inciter les gens à en racheter régulièrement, que sa réparabilité soit limitée, c'est lié, c'est-à-dire que la machine, elle a 6-7 ans, elle tombe en panne, si la pièce n'est pas disponible, ça va inciter à remplacer, ou si c'est pas démontable, si c'est pas réparable, voilà, si ça a été conçu de façon à ne pas pouvoir être réparable. Ça peut être une bonne affaire pour le constructeur. Le coût de fabrication doit être le plus réduit possible, évidemment, pour dégager le maximum de marge. Et puis la performance doit être au moins équivalente à celle de la concurrence. Voilà les préoccupations du constructeur. Le consommateur, quand on est dans un modèle de possession, il va essayer d'acheter au prix le plus bas, bien entendu. Il va essayer d'avoir quelque chose de performant, enfin au niveau de performance qu'il juge utile pour lui. Il va espérer une certaine longévité. Et vous pouvez constater que ces contraintes-là peuvent être quelquefois contradictoires avec les contraintes du constructeur. Quand on rentre dans une économie d'usage, c'est une forme de location avec un contrat de maintenance inclus, l'ordre de grandeur, ce serait de l'ordre de 5 € par mois pour une machine à laver. Ça a été étudié. Alors le coût d'utilisation réduit, bien entendu, pour tout le monde. La réparabilité, ça veut dire à la fois qu'on ait conçu l'objet de façon à ce qu'il puisse être démonté assez facilement, mais c'est aussi la disponibilité des pièces de rechange, donc ça veut dire le suivi, le soutien logistique qui doit être assuré derrière pour ça. Le coût de maintenance doit être le plus réduit possible. C'est ce qui va permettre un coût de location bas pour l'usager. C'est aussi ce qui va permettre de marger pour l'industriel qui va fabriquer puis assurer la maintenance. Et puis la longévité pour le remplacer le moins souvent possible. Et on s'aperçoit que ces notions-là font converger finalement l'intérêt du constructeur avec celui du consommateur. Consommateur qui du coup n'est plus vraiment consommateur, il est usager de l'objet. Vous voyez ? Donc à travers cet exemple, ce que je vais essayer de montrer, c'est que... alors après, oui, pardon, il y a quelques autres outils qui peuvent être mobilisés pour ça. Le bonus réparation, vous savez, c'est un dispositif qui a été mis en œuvre il y a quelques temps. C'est quelques dizaines d'euros qui sont donnés à des gens qui font réparer leur machine à laver plutôt que de la remplacer. Mais c'est valable pas que pour les machines à laver, bien sûr. La notion de mutualisation. Alors pour la machine à laver, c'est pas forcément le bon exemple. On y met son linge, il y a un petit côté intime, mais il y a des objets, je sais pas, comme les tondeuses à gazon, les taille-haie, où il y a des tas de choses qui pourraient avoir du sens à mutualiser. Et puis ça peut être aussi des collectivités. Enfin, un amphithéâtre comme celui-là, en admettant qu'il soit très 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 occupé, eh bien il y a 168 heures dans une semaine. Je parierais qu'il y a au moins 120 heures par semaine où il n'est pas occupé. Et pourtant, en hiver, j'imagine qu'il est chauffé quand même. Et pendant ce temps-là, il y a des gens qui n'ont pas de toit pour s'abriter. Alors c'est qu'un exemple, attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire de tous les lieux inoccupés des lieux d'accueil pour les SDF, c'est pas ça. Mais quelque part, ça fait tilter sur une petite anomalie. Le réemploi, la notion de réemploi, avec notamment les machines industrielles, on a des tas d'exemples. Je connais l'exemple des machines d'injection de matière plastique, où on a besoin d'une productivité maximale pendant un certain temps pour faire des pièces de faible valeur ajoutée, comme des bouteilles d'eau minérale. Alors, c'est pas un très bon exemple environnemental, mais bon, je prends cet exemple parce que je le connais. Et puis ces mêmes machines qu'on a rincées pendant 3-4 ans, pas plus que ça, Pendant 3-4 ans, on les a utilisées au maximum de leur capacité. On les revend à des gens qui vont fabriquer des choses de plus forte valeur ajoutée, des flacons pharmaceutiques, des bidons d'huile.
et où là, on n'a pas besoin d'une disponibilité aussi forte de la machine, mais par contre, c'est une aubaine de l'acheter au cinquième de son prix neuf en ordre de grandeur, alors qu'elle a 3-4 ans et qu'elle a été sollicitée fortement pendant ce temps-là. Donc la notion de réemploi très importante, et puis la formation des utilisateurs et des mainteneurs pour assurer la longévité des équipements. Donc finalement, la maintenance s'inscrit dans la nécessaire transition. Alors transition, je ne dis pas transition écologique, transition environnementale, c'est transition. Il va y avoir une transition sociétale, c'est évident. La question est dans quelle direction et selon quelle modalité. La maintenance a vocation à en être un acteur majeur de cette transition. Le corollaire, on ne l'a pas encore dit, c'est que, à travers l'exemple de la machine à laver, les emplois productifs, les emplois qui consistent à fabriquer des objets, devraient avoir tendance à se réduire en nombre. À l'inverse, les emplois liés à la notion de prendre soin, encore une fois, à la notion de s'occuper dès le départ alors je fais défiler les différents éléments. Dès le départ, avant même la commercialisation d'un bien ou la mise à la disposition de l'usager d'un bien, l'éco-concevoir. Alors l'éco-conception, c'est à la fois les matériaux qu'on utilise, c'est à la fois l'énergie qu'on utilise pour le fabriquer, mais c'est aussi penser sa réparabilité, sa recyclabilité, son évolutivité ou sa modularité. Il y a des exemples avec les téléphones, les Fairphone, qui sont conçus pour être réparables, pour être évolutifs. Bon, pas de bol, le seul truc qui n'est pas évolutif, c'est la carte mère, et en général, c'est ça qui claque sur les Fairphone. Mais bon, c'est un loupé, voilà. Mais c'est les premiers à avoir tenté le coup. Mais aussi les emplois à maintenance, ça va être les emplois en intervention chez les clients, ça va être la gestion de parc. De la même façon que des parcs de location de véhicules sont très bien gérés, on sait très bien faire ça. La gestion de parcs de machines à laver, je reste sur cet exemple, mais imaginez que c'est transposable à des tas d'autres types de produits. Gestion de stock de pièces de rechange, la logistique qui va avec, les déplacements, etc. Donc là, on a effectivement, alors la petite illustration que vous avez à droite, là, c'est vous connaissez sans doute la courbe en baignoire, où en fait, avec une maintenance raisonnée, on arrive à maintenir un niveau de taux de défaillance acceptable, un bien pendant une durée beaucoup plus longue que si on se contente d'arrêter de s'en servir quand il commence à vieillir. Donc voilà en quoi la maintenance... Alors pardon, oui, très important, pardon. Là, très important de vous montrer ceci, voilà, c'est sans exclure les high-tech, attention. Personne n'a dit qu'il fallait jeter à la poubelle l'intelligence artificielle, l'Internet des objets, etc. Utilisons pour ce que ce sera utile, ces choses-là, plutôt que, je pense que parmi vous, il y en a beaucoup qui ont déjà utilisé ChatGPT, il y en a qui ont utilisé l'intelligence générative pour de l'image, voire pour de la vidéo. Si c'est le cas, c'est bien, vous avez fait l'expérience, mais les puissances de calcul nécessaires pour ces choses-là sont prodigieuses, versus la puissance nécessaire pour quelques capteurs et un peu d'IA pour analyser en fonction d'algorithmes prédéfinis. Donc, si de l'intelligence artificielle est disponible, il faut s'en servir. Il n'est pas question d'exclure ces choses-là. Ce que je vous ai dit tout à l'heure sur l'IA, c'est qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. La question, c'est essayons de faire en sorte qu'il y en ait pour ce qui nous paraît vraiment utile. Le diagnostic médical, l'industrie, les applications militaires. Je n'ai pas de jugement à porter sur la pertinence de la chose, mais il ne s'agit pas de l'exclure. C'est très important. Donc finalement, la maintenance peut renverser la table au sens du rapport qu'on a entre l'utilisateur et l'objet. Donc la notion de possession peut laisser place à la notion d'usage. La finalité de tout nouveau produit, quand un industriel pense un nouveau produit, aujourd'hui, la finalité, c'est clairement dégager la plus grosse marge possible. Ça pourrait changer, ça pourrait être rendre le service attendu au moindre coût environnemental, alors tout en restant rentable, bien évidemment. Dit autrement, c'est dégager une marge, c'est-à-dire en ayant le moindre coût à la fois à la fabrication et à l'usage. Donc ça veut dire, par voie de conséquence, on va chercher la meilleure longévité, la meilleure réparabilité, et au final, ça aboutit bien sur un moindre coût environnemental. Donc on retombe bien sur nos pattes par rapport à la notion de développement durable, avec le volet écologique, économique et social. Donc je dirais que la maintenance se trouve déjà et se trouvera au cœur des processus de décision, donc dans les investissements, les choix marketing. Le jour où le marketing
décide de vous convaincre qu'une petite voiture, c'est vachement mieux qu'une grosse, il va y arriver. Hein. Le marketing est très, très, très puissant. Aujourd'hui, il vous explique que plus gros, c'est mieux. Si demain, il vous explique que plus petit, c'est mieux, vous achèterez plus petit et vous serez content. Et ce sera désirable. C'est le marketing qui a un rôle essentiel à jouer. Donc la maintenance se trouve au cœur de la responsabilité sociétale des entreprises. Et puis, je pense que Karim ne démentira pas, on a un peu la maintenance au cœur tout court. Voilà, donc je terminerai par cette image qui dit que si chaque personne agit à son échelle et fait un petit geste, nous pouvons ensemble créer une société un petit peu plus chouette. Je vous remercie. Merci beaucoup, Jean-Marc. Alors, si on a le temps pour quelques questions. Oui, c'est pas grave. D'accord. Peu importe. Je voudrais vraiment te remercier parce que Jean-Marc, il a parlé de TGV, mais il a fait le déplacement depuis Tulle en voiture parce qu'il a cours demain matin. Vous voyez ce que c'est, hein, être prof, hein, c'est pas si évident que ça. Merci encore, hein, vraiment beaucoup. Merci. Des questions? Ah oui, la première question est toujours difficile. Oui. Oui, super. Oui, super présentation, merci beaucoup. Hein, ça donne une vision globale vraiment intéressante. Je revenais sur un des premiers slides de votre présentation sur, pour une meilleure maintenance, le deuxième levier que vous introduisez, c'est l'aspect standardisation qui se confronte à la vraie problématique de la maintenance qui nécessite d'avoir des objets qui sont souvent des standards dans l'industrie, qui doivent être plus communicants, plus capables de donner de l'information pour une meilleure maintenance. Donc c'est en contradiction, je trouve. Bon, bien sûr que si on se place d'un point de vue strictement maintenance, évidemment, la maîtrise des objets technologiques, donc la standardisation, ce qui veut dire aussi que la maîtrise des gens qui interviennent, évidemment, est un enjeu. Mais l'enjeu de demain de la maintenance, c'est d'avoir plus d'informations collectées sur des systèmes, même simples d'ailleurs, hein, pour une meilleure maintenance. Qu'est-ce que vous en pensez ? Donc le standard, pour moi, est en contradiction avec l'évolution des métiers de la maintenance. Voilà ce que je veux dire. Oui, c'est un point de vue. Effectivement, moi, quand je pense standardisation, je pense à standardisation d'un point de vue mécanique, par exemple, hein, des machines qui peuvent venir de différents fournisseurs. Alors, si je reste sur l'injection de matière plastique, il y a plusieurs fabricants de machines d'injection de matière plastique. On observe dans les entreprises qui sont dans ce métier-là qu'il y a une relative homogénéisation du parc pour assurer une meilleure gestion des stocks de pièces de rechange notamment, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y a aussi une notion que je ne maîtrise pas vraiment, c'est la notion de protocole de communication. Donc typiquement par rapport à ce que vous disiez, être plus communicant, recueillir plus d'informations, avoir des protocoles de communication qui soient standardisés, ça va être un enjeu important. Si vous devez avoir 36 protocoles différents, ça va être compliqué. Oui, c'est bien parce que ça introduit le sujet suivant que Florent présentera. Ouais. Chez Octa, on a remis en cause les technologies de base via des cartes d'entrée-sortie basiques pour récupérer des données, en y introduisant une technologie qui s'appelle IO-Link et qui a un pendant intéressant, c'est qu'on peut collecter de la donnée sur la partie IoT. Sans un changement fondamental des approches, des standards du groupe et du site, nous n'aurions pas eu la capacité de faire ce que va vous présenter après Florent. C'est essentiel de toujours challenger, je trouve, même dans des activités maintenant standards, les standards que l'on a, et de ne pas bloquer sur les évolutions technologiques qui sont absolument nécessaires pour l'industrie et pour rendre, je dirais, même l'industrie plus rentable en termes d'activités de maintenance aussi. Voilà. Parce que, oui, dans standardisation, vous avez entendu stagnation peut-être un peu. Non. J'ai été à la fois, j'ai eu des activités de maintenance et des activités de travaux neufs, donc d'investissement. Ouais. Et on est souvent confronté avec des populations différentes,
de gens de maintenance qui disent oui, mais ça marche, on maîtrise, on a des compétences, etc. Et ce que vous proposez, il y a bien sûr une capacité à mieux communiquer, à donner plus de data, donc mais c'est une remise en cause, je dirais parfois fondamentale, hein, et en profondeur. Voilà, il ne faut pas passer à côté de ça, parce qu'à mon avis, c'est ça qui permettra de faire évoluer la maintenance et la maintenabilité de nos outils industriels. Voilà. Merci. Merci, belle transition. Juste une question. Comment est-ce que, d'après toi, la maintenance peut jouer un rôle dans la transition vers l'économie plus circulaire ? Qui dit économie circulaire dit a priori réutilisation, démantèlement. C'est-à-dire, j'imagine les batteries par exemple, hein, c'est un vrai sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, on sait recycler des batteries. Il y a des inconnus sur leur usage, etc. Vous avez tous entendu parler peut-être de l'accident avec la Tesla à Niort il y a quelques jours. Un accident terrifiant, t'en as entendu parler, Karim, je sais pas. Bon, donc il y a de grandes inconnues, mais sur les batteries, par exemple, le fait de maîtriser la manière dont doit être démantelé un système de ce type-là, c'est du ressort de la maintenance. La manière dont doivent être reconditionnées des cellules de batterie, c'est du ressort de la maintenance aussi. Il y a tout un tas de savoir-faire strictement techniques et organisationnels qui relèvent de la maintenance et qui, à mon sens, ont un rôle essentiel à jouer dans cette notion d'économie circulaire. Après, si je peux revenir un petit peu sur la notion d'attractivité des territoires, on parle toujours des circuits courts. En fait, quand on admet la notion de réemploi, la notion de prendre soin, encore une fois, on admet aussi la notion que les emplois, ils ne sont pas délocalisables. Voilà. Et il faut des gens locaux pour assurer ces interventions-là. Donc si on parle d'économie circulaire, immanquablement, on parle de circuits courts. Et le lien me paraît intéressant entre les deux. Oui, parfois j'ai l'impression de radoter hein, quand on dit intégration de la maintenance à la conception. Ouais. C'est toujours encore... Pourtant, je commence à avoir des kilomètres, on l'entend encore, ça a été conçu par... Ouais. Bon. En tout cas, je retiendrai, une petite, c'est mieux qu'une grosse. Pardon ? Une petite, c'est mieux qu'une grosse. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. On peut l'applaudir. Florent ?